Il est exactement 20h pile sur Gabon 24. Madame, Monsieur, c'est l'heure d'un nouveau rendez-vous avec l'actualité. Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette grande édition, la principale du soir. Installez-vous confortablement tout de suite, ce qui fait la une de l'actualité ce vendredi. C'est un nouveau cap historique pour le Gabon et la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La transformation du modèle financier de l'intégration régionale à travers la validation de la vision 2050 et du plan stratégique 2026-2030. L'organisation s'active à Libreville pour s'affranchir de la dépendance aux aides extérieures et bâtir des mécanismes d'autonomie financière durable. On en parle dans ce 20h. À la une également, l'état d'urgence hydrique à Libreville. Le gouvernement autorise à nouveau les livreurs privés de camions-citernes sous condition d'homologation des prix plafonnés à distribuer de l'eau. Cette décision annoncée par le ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie vient réajuster les mesures radicales prises 2 jours plus tôt pour pallier le stress hydrique. Et nous ferons un clin d'œil ce soir à l'oncologie à domicile, cette pratique sanitaire qui consiste pour les soignants de se rendre au chevet des malades atteints de cancer au sein de leur habitation en apportant des soins lourds. Cette approche qui allie sécurité médicale et soutien psychologique améliore la qualité de vie en évitant les hospitalisations prolongées. Petite immersion dans ce journal avec nos reporters dans quelques instants. Voilà pour les titres à la une de ce 20h. À toutes et à tous, bienvenue. Nous vous le disions à l'instant, le Gabon se tient prêt à honorer toutes ses obligations financières et politiques au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. C'est dans cette optique que le ministre gabonais délégué aux Finances a reçu ce vendredi 3 juillet 2026 une importante délégation de la commission de la communauté de cette organisation supra-étatique. Au centre des discussions, la recherche des mécanismes de financement durable de cette institution dans le contexte de l'accélération de l'intégration sous-régionale. Le compte rendu est d'Alexandre Israël Baondo. À la suite de la conférence des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique centrale de janvier 2026, il était urgent pour la commission de la CEEAC de sensibiliser l'ensemble des États membres sur la nécessité de tenir leurs engagements vis-à-vis de l'institution. C'est dans cet ordre d'idée que la présidente en exercice du Conseil des ministres de la communauté accompagnée d'une importante délégation a été reçue ce vendredi 3 juillet 2026 par le ministre délégué aux Finances. D'abord féliciter la République gabonaise qui ne mène aucun effort pour faire face à leurs engagements d'ordre économique, politique et financier qui viennent toujours à l'appui du développement social, économique et politique de nos populations de la communauté. Conscient des défis auxquels l'institution fait face, le gouvernement gabonais tient à respecter ses engagements vis-à-vis de l'institution supraétatique. Et nous avons rassuré nos partenaires de ce que les engagements pris par le Gabon seront tenus et honorés. Et c'est ce que nous avons reçu également comme discours, c'est qu'aujourd'hui nous avons l'obligation de reverser la contribution communautaire d'intégration qui est à jour. Une décision saluée par la mission. Nous remercions le gouvernement gabonais et surtout le ministre des Finances qui nous a reçus aujourd'hui. Nous avons eu de bons échanges et nous sommes très ravis. Les enjeux financiers de la communauté économique des États de l'Afrique centrale reposent principalement sur son autonomie budgétaire, le recouvrement des cotisations des États membres et le financement des projets d'intégration régionale. En 2026, l'organisation fait face à un resserrement budgétaire majeur, l'obligeant à restructurer ses mécanismes internes pour réduire sa dépendance extérieure.
Et puis c'est une lueur d'espoir pour les milliers de fonctionnaires gabonais proches de la fin de leur carrière, fini de longues attentes qui fragilisent de nombreux agents publics après leur départ à la retraite. C'est du moins l'objectif de la séance de travail présidée à Libreville par la ministre de la fonction publique, Laurent Sondon, en présence des directeurs centraux des ressources humaines, des administrations publiques. Divina Othman et Davin Moussa nous font le point de cette actualité. Suivez. Au centre des échanges, la réforme de la procédure de constitution des dossiers de retraite. Désormais, cette responsabilité incombe directement aux administrations d'origine des agents. Une mesure destinée à simplifier les démarches, accélérer le traitement des dossiers et garantir une meilleure continuité des revenus entre la fin de la carrière et la perception de la pension. Nous ne voulons plus que l'agent qui va à la retraite fasse lui-même le tour des administrations pour constituer son dossier. Ce dossier doit être constitué par les DCRH qui le transmettent à la fonction publique et la fonction publique transmettra à la CPPF. Nous allons leur demander également des pièces à fournir parce qu'il n'y a pas que les documents de l'administration, ils ont des documents personnels à fournir tels que les actes de naissance, les actes de mariage, des choses comme ça qui ne sont pas dans le dossier de la fonction publique. Autre dossier examiné au cours de cette rencontre, les préparatifs de la prochaine commission de réorientation et de prolongation des stages professionnels. Prévue les 8 et 9 juillet prochains, elle se penchera sur près de 3500 stagiaires conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'État gabonais a réouvert les stages sous les très hautes instructions du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et donc ces stagiaires-là, il y en a près de 3500 à l'intérieur du Gabon, donc à Libreville et dans les provinces. Et donc il était question de s'assurer que tous ceux qui voudraient prolonger leur stage ou être réorientés ont bel et bien déposé leur dossier pour qu'ils soient traités lors de cette commission. À travers ces deux chantiers, le ministre de la fonction publique entend améliorer la gestion des carrières des agents de l'État tout en renforçant la transparence et l'efficacité des procédures administratives. Venons-en à la gestion de la crise sociale qui secoue la capitale gabonaise, le stress hydrique. Le gouvernement gabonais assouplit donc les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sur instruction du président de la République. Le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie a procédé ce vendredi à Libreville à l'homologation des véhicules de livraison d'eau potable précédemment réquisitionnés. Les opérateurs autorisés sont désormais identifiables grâce à des vignettes apposées sur leurs véhicules et tenus de respecter les tarifs homologués par l'État. On voit tout cela dans ce reportage signé de Priscilla Ibokolo et d'Evandé. Cette décision intervient après les remontées des parlementaires, des populations, des opérateurs économiques et de la société civile qui ont signalé des difficultés d'accès à l'eau ainsi que des insuffisances dans le dispositif de distribution mis en place. Il était question qu'on puisse les identifier, les mettre à jour. Ils vont faire l'objet d'homologation de la part du ministère en charge de l'eau et de l'énergie et ils vont continuer à distribuer de l'eau, mais de manière contrôlée. Ils vont être exemptés de prélèvements opérés par le ministère des Transports, opérés par le ministère du Commerce et opérés par les communes, les mairies de Libreville. Ce badge de la portière est un laissez-passer pour eux. Lors des échanges techniques que nous avons eu hier, le chef d'État a bien voulu que nous puissions le pousser à 4 000 francs CFA pour 1000 litres. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 500 litres, ce sera 2000 francs. Et pour un fût de 100 litres, ça nous fera 400 francs CFA. Le membre du gouvernement a toutefois rappelé que cette mesure est transitoire. Elle vient en complément des actions engagées par le ministère et la SEG pour rétablir durablement la desserte en eau potable dans les foyers. Les travaux de réhabilitation des infrastructures se poursuivent ardemment pour que dans les jours prochains, dans les mois prochains, nous puissions avoir un retour, comme dit le chef de l'État, de l'eau au robinet. Pour les transporteurs d'eau, cette reprise encadrée de l'activité est accueillie avec satisfaction. Déjà beaucoup, au départ, on remercie le président et le ministre de l'eau. Et on remercie tous ces grands hommes déjà de pouvoir trouver une solution à notre travail. Désormais, la distribution d'eau s'effectuera en coordination avec les forces de défense et de sécurité. Les opérateurs agréés devront respecter les tarifs homologués ainsi que l'ensemble des conditions fixées par les autorités dont l'objectif est de garantir un approvisionnement plus efficace et plus accessible aux populations.
On s'intéresse pour la suite de ce 20h à l'entrepreneuriat féminin, avec notamment la signature d'une convention de partenariat ce vendredi 3 juillet 2026 entre le ministère du Commerce, des PME et PMI de l'entrepreneuriat en collaboration avec BPW Gabon. L'objectif était clair, renforcer les compétences des femmes et favoriser leur autonomisation économique. Les détails de cette rencontre avec nos reporters Naomi Chignéré, Yvette Moussunda et Fanny Dessio. Les premières sessions de formation sont annoncées pour le mois d'octobre. Elles porteront principalement sur l'entrepreneuriat et le développement des compétences professionnelles. Une convention pour l'autonomisation de plusieurs femmes gabonaises. Les formations commenceront dans le mois d'octobre et formation dans le cadre entrepreneurial. Ce qui est important à souligner, c'est qu'avec ce programme et cette signature de convention, nous allons pouvoir apporter l'aspect technique et que BPMW s'engage aujourd'hui à former des femmes, mais plus tard également à les financer. Au-delà de la formation, cette initiative ambitionne de créer un véritable réseau d'accompagnement capable d'aider les bénéficiaires à développer leurs projets et à renforcer leur autonomie financière. Le programme Rising Star Gabon a pour but d'accompagner les entrepreneurs en devenir et celles qui sont confirmées, donc les accompagner dans le renforcement des capacités, mais aussi leur octroyer des financements parce que nous sommes conscientes qu'il faut accompagner la politique du chef de l'État. Et l'une de ses priorités, c'est de baisser le taux de chômage. Et bien, nous voulons contribuer à cette volonté du chef de l'État et faire notre part. À travers cette convention, BPW Gabon entend faire de la formation un levier d'insertion professionnelle et d'autonomisation économique avec l'ambition de permettre à davantage de Gabonaises de concrétiser leurs projets entrepreneuriaux. Les femmes sont donc appelées à venir se faire inscrire. La santé n'est pas en reste dans ce 20h avec l'ouverture prochaine d'un centre médical du Pont d'Akébé. Le futur hôpital d'arrondissement de la Pairie, situé dans le 3e arrondissement de la capitale Libreville. Avec ces deux structures sanitaires, les autorités entendent accélérer le renforcement de l'offre de soins de proximité. C'est l'objectif de la visite d'inspection effectuée ce vendredi par le ministre de tutelle. On regarde. Première étape, le centre médical du Pont d'Akébé. Doté d'une capacité de 30 lits, il proposera des services de médecine générale, de pédiatrie et de gynécologie obstétrique avec des consultations spécialisées, notamment en cardiologie, dermatologie, orale et endotologie. L'objectif est de rapprocher les soins des populations et de désengorger les structures de référence. C'est une structure stratégique qui est dans un arrondissement où le besoin en termes de structure médicale était urgent. La vision, c'est celle de l'équité territoriale, d'améliorer les structures sanitaires, surtout de les multiplier et d'avoir plus de structures sanitaires au contact des populations. La visite s'est ensuite poursuivie à la Pairie, où l'ancien centre de santé est en pleine transformation pour devenir un hôpital d'arrondissement. Un hôpital avec une capacité litière de 30 lits. Vous avez des médecins qui sont déjà affectés. Vous avez 4 médecins généralistes, vous avez 2 pédiatres, vous avez un radiologue, vous avez un gynécologue qui est en attente d'affectation, vous avez un dermatologue qui est déjà là. Donc un hôpital qui va vraiment changer l'offre de soins dans toute la zone. Donc vous avez Nkembo, vous avez les Akébé, vous avez Rio. Donc toute cette zone aujourd'hui va avoir un hôpital à proximité. La mise en service de ces deux structures permettra de renforcer durablement l'offre de soins dans les quartiers Akébé, Kembo, Rio, La Pairie et les zones environnantes. Une réalisation qui s'inscrit dans la volonté des autorités de moderniser le système de santé et d'améliorer l'accès des populations à des soins de qualité sur l'ensemble du territoire. On parle aussi de santé féminine, la ménopause, une étape naturelle de la vie de la femme qui demeure encore entourée de nombreux préjugés et insuffisamment prise en charge. À l'Institut des maladies infectieuses, professeur Daniel Gauma Devondo, par exemple, le réseau des femmes ménopausées d'Afrique et l'association des femmes médecins et docteurs en sciences œuvrant pour la santé humaine ont consacré près de 2 heures d'échange à cette problématique. Jen Libizangomo, Cliff Chinga Mavoko et Davin Moussa vous nous en parlent plus amplement. Suivez.
Objectif, dresser un état des lieux de la ménopause au Gabon, mieux comprendre les besoins des femmes concernées et définir les stratégies de sensibilisation et de prise en charge adaptées. Dans l'optique de notre ouverture à l'international, était abordée par le réseau des femmes ménopausées d'Afrique pour pouvoir échanger dans le strict cadre associatif et voir dans quelle mesure nous pouvons fédérer nos forces et faire en sorte de nous déployer sur le terrain, relever des données sur les femmes ménopausées, quels que soient les différents pans auxquels elles peuvent être confrontées dans cette situation de vie, et de pouvoir nous préparer à avoir des données nationales peut-être via une enquête CAP sur les connaissances, attitudes et pratiques des femmes ménopausées. Bouffées de chaleur, troubles du sommeil, fatigue chronique, instabilité ou encore douleurs articulaires, les manifestations de la ménopause peuvent avoir un impact important sur la qualité de vie. Pourtant, les spécialistes rappellent qu'un accompagnement médical et psychologique permet d'en atténuer les effets. La présidente du réseau des femmes ménopausées d'Afrique a réaffirmé la volonté de son organisation de briser les tabous entourant cette étape de la vie et de renforcer l'information des populations afin que les femmes bénéficient d'une meilleure écoute et d'un meilleur suivi. Nous avons des axes où il y a la sensibilisation et l'accompagnement. Et l'accompagnement, c'est fait dans la consultation et la prescription qui concerne le médecin et les docteurs. L'attente et l'implication totale de ces médecins pour accompagner les femmes ménopausées du Gabon. À quelques mois de la journée mondiale de la ménopause, célébrée le 18 octobre, les deux organisations entendent poursuivre leur collaboration. Elles ambitionnent notamment de réaliser un état des lieux de la ménopause au Gabon, première étape vers des actions de prévention, de sensibilisation et une prise en charge plus adaptée des femmes concernées. L'actualité sanitaire nous conduit également à l'Institut de cancérologie d'Akanda où la prise en charge des patients ne s'arrête plus aux portes de l'hôpital. Pour les malades les plus fragiles ou ceux qui ne peuvent plus se déplacer, une équipe mobile assure désormais des soins directement à domicile. Ce vendredi 3 juillet 2026, son autorédaction a d'ailleurs effectué une immersion auprès de ces soignants qui redonnent espoir aux patients. Voyons cela dans ce clin d'œil que nous propose Yvette Moussunda et Serge Binga. Il est 9h à l'Institut de cancérologie d'Akanda, situé dans l'enceinte de l'hôpital de l'instruction des armées, quand le médecin colonel Arnaud Boris Kumba donne les premières orientations. Car dans quelques instants, une équipe médicale prendra la route pour administrer les soins à domicile à une patiente atteinte du cancer du sein. Objectif, éviter les ruptures de traitement et rapprocher les soins du malade. Cette équipe est constituée notamment d'un médecin qui est chef d'équipe, des infirmiers, du personnel soignant et dans le cas d'espèce également d'un psychologue si cela est nécessaire. Ça concerne aussi bien les adultes que les enfants. Donc nous les accompagnons dans le cadre du processus de prise en charge. Ça peut être des soins de support, notamment la gestion de la douleur, des pansements. Destination Bikelenzong, située à plus de 15 km de l'Institut. Après près d'une heure de route, l'équipe retrouve Maman Dika. Accueil chaleureux, préparation du matériel et prise des paramètres, c'est l'heure pour Maman Dika de recevoir son pansement que nous n'avons pas pu filmer afin de respecter l'intimité de la patiente. Ce n'est pas un exercice inhabituel pour cette sexagénaire, car depuis plusieurs mois, cette mère de famille reçoit régulièrement les visites des soignants. Opérée du sein droit, elle nous confie qu'elle se voyait déjà vivre ses derniers jours au début de la maladie. Quand j'ai vu moi-même la blessure dans la photo, je disais non que la mort est arrivée pour moi. Parce qu'avant, je me soignais au moins 3 fois par jour, autant que l'eau qui coulait, ça dégageait. Et je me gênais même pour rester au milieu des gens. Donc pour le moment, quand on me soigne, je fais au moins 2 jours. 3e jour, on me fait les soins. Je suis tranquille et je vois comment mon sein s'est ramolli par rapport au début.
Sur place, l'équipe des soignants ne se limite pas au pansement. Chaque visite est une véritable consultation médicale. Là, c'est plein par exemple d'une toux, que voilà, docteur, je tousse, je ne suis pas bien, donc il faut l'ausculter, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de complications infectieuses qui pourraient aggraver sa prise en charge. Aujourd'hui, 15 patients sont suivis à domicile dans le Grand Libreville. Une initiative entièrement gratuite qui permet d'alléger les dépenses des familles. Mais les soins palliatifs vont bien au-delà des soins administrés au corps physique, puisque la guérison est aussi psychologique. Lorsque le besoin se fait sentir, la psychologue se déplace. On organise des consultations à domicile pour la prise en charge des patients. La visite s'achève. Dr Titi et son équipe reprennent la route vers un autre patient, une autre histoire, un autre combat. Dans l'ombre, loin des regards, ces professionnels accomplissent chaque lundi et vendredi bien plus qu'une mission médicale. Ils apportent une présence, une écoute et parfois simplement une certitude. Personne n'est seul face au cancer. Voilà, de la santé à la culture, ce 3 juillet, l'enceinte du ministère de la Culture à Libreville a abrité un atelier de chant choral du grand concours des voix sacrées, le Glorima, le tout nouvel événement né du partenariat entre l'Appel des 1001 et CAE Culture Prod, avec pour objectif de faire valoir le chant choral et le patrimoine culturel du Gabon. Faisons-en une petite immersion avec Vincent Maï et Melson William. Ils étaient une dizaine de vocalistes, Baptiste et ténors, à prendre part à cet atelier de pupitre basse consacré aux 12 groupes vocaux qui participent au concours de chant choral. Pour les organisateurs, les objectifs sont clairs. Les objectifs du Glorima, il y a pratiquement 3 objectifs. La première, encourager la pratique du chant choral. C'était important de donner ce canal professionnel au chant choral pour leur permettre de bénéficier des opportunités en termes de visibilité et aussi d'impact. Et la troisième, c'est révéler aussi les potentiels, les talents de chant choral gabonais. Chaque formation répond à un besoin spécifique, avec des formateurs nationaux et internationaux sélectionnés avec soin. Cet atelier nous a permis d'identifier d'abord les tessitures que nous avons devant, donc les types de voix, les barytons, les basses et les ténors, parce que tous ne sont pas vraiment basses. Et nous espérons qu'avec les petits conseils, ils pourront s'améliorer, accentuer le travail qu'ils ont déjà commencé à faire depuis des longues années et nous représenter merveilleusement à ce grand concours. Pour élever le niveau technique des groupes, l'organisateur a mis tout en place pour permettre aux vocalistes de mieux affiner leur voix. Nous sommes venus pour la première répétition et apprendre déjà les bases, à faire des exercices pour améliorer du moins notre savoir chanter. Tous les différents groupes, ou du moins c'est les différentes chorales qui vont participer à ce concours, puissent assister à des séances de répétition pour préparer déjà les présélections et ensuite les finales et les demi-finales. Par ailleurs, les chorales retenues ont reçu des organisateurs un répertoire de chants pour les différentes étapes. Chaque chorale interprétera donc 2 chants lors des présélections, avant de poursuivre avec un chant en demi-finale et à la grande finale prévue pour le vendredi 14 août 2026. Et dans la même veine, à l'intérieur du Gabon, à Tchibanga précisément, les vacances scolaires riment avec détente, sport et convivialité. À la place de l'indépendance de cette localité du pays, les jeunes prennent d'assaut les aires de jeu aménagées pour pratiquer diverses activités sportives et culturelles. Une initiative qui favorise des loisirs sains tout en éloignant la jeunesse des comportements à risque. Pour plus de détails, retrouvons chez Lorik Massima. Basketball, futsal, danse ou encore divers jeux pour enfants. À cette période de vacances scolaires, la place de l'indépendance à Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga, située à 408 km au sud-est de Libreville, est devenue le principal point de rencontre de la jeunesse ninoise. Dans une ambiance festive, chacun trouve une activité pour se divertir tout en partageant des moments de convivialité. Je remercie encore vraiment l'État parce qu'ils nous ont offert encore la place de l'indépendance qui nous permet de s'entraîner,
de ne pas perdre nos talents. Ces espaces de loisirs, aménagés durant la période de transition, répondent à une volonté des autorités gabonaises de mettre à la disposition de la jeunesse des cadres sécurisés pour les activités récréatives. L'objectif est clair: promouvoir des loisirs sains, encourager la pratique du sport et contribuer à prévenir l'oisiveté ainsi que les dérives qui peuvent l'accompagner. La plupart, c'est maintenant qu'ils commencent au basket parce qu'on a eu des heures de jeu. Or, à l'époque, c'était un peu plus loin, donc pour ceux qui sont plus loin, ils ne pouvaient pas se rejoindre à nous. Au fil des journées, les terrains ne désemplissent pas. Les matchs de basketball et de futsal s'enchaînent, tandis que les plus jeunes profitent des espaces de jeu. À quelques mètres, les passionnés de danse enchaînent des chorégraphies, transformant les lieux en un véritable espace d'expression artistique. Au-delà du divertissement, ces aires de jeu renforcent les liens entre les jeunes, encouragent un mode de vie actif et offrent aux familles un cadre de détente pendant les vacances. À Tchubanga, sport et danse s'imposent ainsi comme des outils d'épanouissement et de cohésion sociale pour la jeunesse ninoise, à l'image des initiatives nationales impulsées par les plus hautes autorités pour dynamiser le secteur de la jeunesse. Du côté de la capitale économique du Gabon, Port-Gentil, en prélude à la dernière journée du championnat du National Foot 1, durant laquelle le stade Mondji de Port-Gentil et l'AS Manga Sport de Mwanda vont se disputer le titre. Le ministre gabonais des Sports, Paul Kessani, accompagné de l'édile de la cité pétrolière, s'est rendu au stade Pierre Claver d'Ivongui, une descente de terrain, dans le but de vérifier si tout est fin prêt pour accueillir ce qui est considéré comme étant le match le plus important de la saison. Le stade de Mondji et Manga Sport comptabilisant le même nombre de points avant de s'affronter ce 4 juillet 2026 lorsqu'il sera 15h30 sur l'île de Mondji. Et pour finir, direction Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogo, se déroule durant 7 jours la phase finale du championnat national U15 sous la supervision de la Fédération gabonaise de football. C'est dans cette logique que le comité d'organisation a tenu une conférence de presse pour évoquer les contours de la compétition. L'ambition de l'instance fêtière du ballon rond national est de permettre à la direction technique nationale d'identifier les meilleurs joueurs en vue d'une sélection nationale de la catégorie. On écoute. En ce qui concerne les jeunes, la formation et le développement, c'est un travail à moyen et à long terme. Il faut de la patience. Le devoir de la Fédération gabonaise de football, c'est de mettre sur pied des compétitions pour que ces enfants soient évalués. Pour votre information, je sais que certains, sinon la plupart d'entre vous, connaissez déjà la compétition. À la fin de cette compétition, on met en place une sélection nationale qui va pouvoir représenter le pays, d'abord sur le plan de l'UNIFAC et après sur le plan de la Coupe d'Afrique des Nations en phase finale. Donc, quand on parle de formation ou du développement du jeune footballeur, je disais tout à l'heure, il faut de la patience. Et leur évaluation ne se fait pas simplement en termes de points ou de matchs gagnés. Et c'est pour ça d'ailleurs, hier, en séance de travail avec les responsables techniques et administratifs des équipes, on leur a rappelé le fait que le point, c'est bien, gagner, c'est bien, mais qu'ils se penchent plus sur l'aspect technique. La relation entre l'enfant et le ballon est le plus important. Et voilà qui met un point final à cette grande édition d'information du soir. Mesdames, Messieurs, avant de nous quitter, le rappel de ces principaux titres. Le Gabon et la communauté économique des États de l'Afrique centrale franchissent un cap historique pour transformer le modèle financier de l'intégration régionale à travers la validation de la vision 2050 du plan stratégique 2026-2030. L'organisation s'active à Libreville pour s'affranchir de la dépendance aux aides extérieures et bâtir des mécanismes d'autonomie financière durable. Vous l'avez vu dans ce journal.
Nous parlions aussi de l'état d'urgence hydrique à Libreville. Le gouvernement autorise à nouveau les livreurs privés de camions-citernes sous condition d'homologation des prix plafonnés à distribuer de l'eau. Cette décision annoncée par le ministère de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie vient réajuster les mesures radicales prises 2 jours plus tôt pour pallier le stress hydrique. Et notre traditionnel clin d'œil ce soir était axé sur l'oncologie à domicile, cette pratique sanitaire qui consiste pour les soignants de se rendre au chevet des malades dans leur maison en apportant des soins lourds. Cette approche qui allie sécurité médicale et soutien psychologique améliore la qualité de vie en évitant les hospitalisations prolongées. Voilà, Madame, Monsieur, c'était le journal de l'ensemble de la rédaction. Merci de votre attention particulière. À rester câblé, l'info se poursuit sur Gabon 24 ainsi que sur nos plateformes digitales. Ensuite, le programme, à très vite.